C'est dans mes gènes. C'est à chaque épisode une rencontre, une histoire. L'histoire d'un enfant accompagné d'un médecin et d'un chercheur qui se battent ensemble contre une maladie génétique. C'est cette étroite collaboration unique en Europe que vous allez découvrir en embarquant au cœur de l'Institut Imagine. Suivez les patients et leurs familles dans le premier pôle européen de recherche et de soins dédié aux maladies génétiques et apprenez-en un peu plus sur les traitements et les espoirs de la recherche. Plongez dans le quotidien de ces familles touchées par ces maladies encore difficiles à diagnostiquer et qui représentent aujourd'hui 64 naissances par jour. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Joanie, atteinte du syndrome d'Ondine. Pour ce faire, j'ai avec moi, autour de la table, Xenia Proton de la Chapelle, la maman de Joanie. Bonjour Xenia. Bonjour Elodie. J'ai aussi Jeanne Amiel, médecin et directrice du laboratoire embryologie et génétique des malformations. Bonjour Jeanne. Bonjour. Et enfin, Jean-Philippe Annereau, président de Medecia, start-up qui travaille à développer un traitement contre les maladies rares. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Elodie. Xenia, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter le début de cette histoire, le diagnostic, comment ça s'est passé ? Oui, alors effectivement, à l'âge de 40 ans, j'ai eu mon 4e enfant. C'était un vrai choix réfléchi d'avoir un 4e enfant à la maison. Et puis après une grossesse qui s'est plutôt bien passée, un bébé qui allait bien, l'accouchement, lui, s'est déroulé de façon très compliquée. Et après une césarienne, il s'est avéré que tout de suite, mon fils, Joanie, n'a pas respiré. C'est-à-dire que le bébé, dès la césarienne, est devenu bleu, il a ce qu'on appelle cyanosé. Il respirait pas, les médecins ne savaient pas ce qui se passait, donc ils ont cherché différentes solutions. Et puis, au bout de 2 heures de vie, mon fils a été intubé et il a été transporté en réanimation pédiatrique au sein de l'hôpital Nord de Marseille. Donc pour nous, ça a été, pour nous, ça a été vraiment... Moi, je prends toujours l'image suivante, ça a été un peu un immeuble qui s'est effondré. On avait 3 enfants en bonne santé, on était une famille en bonne santé, on avait, entre guillemets, tout pour... tout se passait bien. Et puis, cet enfant qui respire pas et dont on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? C'est une vie qui s'effondre en se disant mais pourquoi nous quoi ? Enfin, qu'est-ce qui nous arrive ? Et ça n'a pas été détecté avant la naissance ? Non, rien n'a été détecté pendant la naissance. Alors c'est vrai que j'ai eu une grossesse compliquée, mais j'avais 40 ans, j'avais un polyhydramnios, enfin voilà, j'avais du diabète gestationnel, j'avais pas mal de choses. Mais on ne m'a jamais alerté sur un quelconque souci avec le bébé. On m'a toujours dit vous inquiétez pas, il va bien, il se passe bien. Vous avez 40 ans, c'est un peu plus compliqué. Mais ça va le faire. Et en fait, au moment de la césarienne, ça virait à la catastrophe. Ok. Et quelle a été la suite du coup ? Vous ne saviez pas tout de suite que c'était le syndrome d'Ondine ? Qu'est-ce qui s'est passé les jours d'après ? Alors, mon fils est resté intubé de longues journées en réanimation à l'hôpital Nord. Pendant 3-4 jours, les médecins gardaient espoir de pouvoir l'extuber en se disant les poumons sont peut-être pas très bien formés, il y a quelque chose qui se passe. On va y arriver. Et puis, systématiquement, dès qu'ils essayaient de l'extuber, ils crachaient. Donc, c'est-à-dire que le niveau d'oxygène avait tendance à baisser, le niveau de CO2 avait tendance à augmenter, l'enfant respirait pas et cyanosait, donc ils étaient obligés de le réintuber. Donc, ils ont fait ça pendant 2-3 jours. Et puis, dans le box d'à côté, on avait, entre guillemets, la chance, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais on avait la chance d'avoir un petit garçon qui s'appelle Kenzie, qui avait 6 mois de plus que mon fils et qui était atteint du syndrome d'Ondine. D'accord. Et les médecins trouvaient que les symptômes de mon fils ressemblaient énormément à ceux du petit Kenzie. Ils nous en ont d'ailleurs parlé. Et en même temps, ils n'y croyaient pas. Parce que Kenzie était atteint du syndrome d'Ondine, maladie rare. 3 patients par an en France, 4 peut-être. Les médecins pensaient que ce n'était pas possible. Ouais. Et puis quand même, ils nous ont interpellés en nous disant « ça ressemble ». Et puis au bout de quelques jours, comme ils voyaient que ça allait pas mieux, ils nous ont dit il y a forcément un problème, il y a certainement une maladie derrière, il faut qu'on la cherche. Donc ils ont fait plusieurs prises de sang, 3 de mémoire, qu'ils ont envoyées à 3 différents laboratoires de génétique à Paris, à l'INSERM. Ils nous ont donné les noms des 3 pathologies. Il y avait le syndrome d'Ondine, et puis il y en avait 2 autres dont je me souviens plus les noms, mais quand on a regardé sur Internet, ce qui est le réflexe de tout parent à ce moment-là, c'était pire. Rien ne nous faisait vraiment rêver. Donc on a attendu, on a attendu les résultats avec patience et au bout de 2 semaines, ce qui est extrêmement rapide, on a eu un retour positif au syndrome d'Ondine. Donc à 2 semaines et 3 jours, on savait que notre fils était atteint de cette maladie rare. D'accord. Et là, c'est le labo de Jeanne Amiel qui a fait le diagnostic, c'est ça ? C'est ça, ouais. Donc Jeanne, vous avez découvert le gène qui est responsable de ce syndrome ? Oui, c'est ça en 2003. Quant au laboratoire, on s'est intéressé au syndrome d'Ondine. On avait
plusieurs laboratoires qui, historiquement, en France, travaillaient sur la ventilation et travaillaient sur le circuit nerveux qui permet cette commande autonome et volontaire de la respiration, et que ça a été un apport très très important pour pouvoir discuter avec des spécialistes dans différents domaines, donc la physiologie, la neurologie, et qu'il y a une association sur le syndrome d'Ondine qui s'est créée très tôt en France, et qu'on était porté par une dynamique vraiment pluridisciplinaire et qui a permis, je pense, d'identifier le gène responsable du syndrome d'Ondine. En 2003. Et donc, c'est le gène FOXP2B, et les patients qui ont un syndrome d'Ondine ont une mutation sur une des 2 copies du gène FOXP2B, une mutation qui, dans l'immense majorité des cas, est nouvelle, c'est-à-dire qu'elle est transmise par aucun des 2 parents. Elle se produit en fait Elle se produit chez l'embryon à naître. C'est pour ça qu'il n'y a aucun moyen de le détecter chez les parents. C'est pas une maladie génétique. Alors, c'est pas une maladie qu'on peut détecter chez des parents qui sont asymptomatiques et qui sont pas atteints, qui sont pas malades. Et on n'a pas non plus de bons signes échographiques qui puissent nous le faire suspecter, puisqu'on ne respire pas in utero. Donc, il n'y a rien de très anormal durant la grossesse. En 2003, vous avez découvert ce gène. Qu'est-ce qui se passait avant pour connaître ce gène? Est-ce que la découverte du gène permet une prise en charge différente? Alors, ça ne change pas radicalement la prise en charge, mais ça change la rapidité du diagnostic. Comme l'a très bien expliqué Madame Proton de la Chapelle, c'est qu'avant, c'était un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire qu'on éliminait toutes les autres causes possibles de dépendance à une ventilation. Et c'est après de nombreuses semaines ou de nombreux mois qu'on posait ce diagnostic sur des critères cliniques, après avoir éliminé toutes les autres pathologies possibles. Alors qu'aujourd'hui, le fait d'y penser, il y a un test moléculaire qui permet de l'affirmer ou de l'infirmer. Et donc, en quelques jours, on peut avoir un diagnostic. Donc vous, Xenia, une fois que vous avez eu le diagnostic, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi la suite? Il a 7 ans maintenant, c'est ça C'était mon fils à 8 ans maintenant. 8 ans. Donc effectivement, c'était il y a 8 ans. Alors d'abord, la première chose pour nous quand même, c'était hyper important, c'était avoir un diagnostic, c'était presque rassurant. On a des amis qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, maintenant qu'on connaît l'ennemi, on sait ce qu'il faut combattre. Alors que c'est vrai que tant qu'on ne savait pas, on faisait des supputations, et puis on se disait si c'est ça, est-ce qu'on va faire ça? Enfin, on a tout imaginé. On a imaginé un monte charge à la maison, on a imaginé un enfant en fauteuil roulant qui parlerait pas. Enfin, on a vraiment imaginé beaucoup de choses. Ça permet de connaître un futur en fait. Donc ça permet de se projeter en fait. On est allé voir du coup rapidement d'autres enfants. C'est vrai qu'Internet, c'est un peu un réflexe aujourd'hui. Donc ça a permis quand même de se projeter. Et puis après, la première projection à faire, c'est comment on rentre à la maison avec cette pathologie-là. Donc les médecins à l'hôpital Nord de Marseille ont été absolument fantastiques. Ils nous ont énormément rassurés. C'est vrai que de voir le petit Kenzie à côté, dans le box d'à côté, qui avait déjà 6 mois et qui envisageait un retour à la maison dans les prochains jours, c'était très rassurant pour nous, parce que nous, c'était vraiment l'objectif, c'était de le ramener à la maison. Et donc, par la suite, à l'âge de 6 semaines, mon fils a été trachéotomisé. D'accord. Donc, il a aujourd'hui une canule de trachéotomie depuis 8 ans. Et puis, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à l'âge de 4 mois, mon fils est resté en réanimation. Et on nous a formés, nous, parents, à s'occuper de lui. Donc, à la fois à lui changer la canule, à faire les soins de trachéotomie, à brancher le respirateur, c'est-à-dire la machine qu'il utilise pour respirer quand il ne respire plus. Et Dieu sait que le bébé qui a le syndrome d'Ondine, c'est 20 heures par jour qu'il ne respire pas ou qu'il ne respire pas assez. Et puis surtout, on nous a formés à détecter les points de vigilance, c'est-à-dire les moments où il avait besoin de sa machine. Pour ne pas le laisser en situation de manque d'oxygène qui serait extrêmement préjudiciable pour lui, pour sa croissance. Et on est rentré à la maison, il avait 4 mois et demi à peu près. Jeanne, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire les symptômes du syndrome d'Ondine? Parce que là, on parle de respiration, etc., mais on n'en a pas vraiment parlé. Comment ça se traduit? Alors, le syndrome d'Ondine, c'est une anomalie de la commande de la ventilation. Donc, c'est une anomalie du système nerveux central qui nous permet de respirer. Et la respiration, c'est un phénomène très complexe puisque c'est en partie une commande autonome, c'est-à-dire qu'on peut respirer sans y penser, en particulier quand on dort, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut moduler. On peut crier, chanter, bloquer sa respiration. Donc, il y a une double commande centrale qui est consciente et inconsciente. Et donc, dans le syndrome d'Ondine, c'est la vigilance inconsciente du fait qu'il faut respirer qui ne fonctionne pas normalement. On est uniquement
totalement dépendants de notre commande autonome durant le sommeil. Parce qu'en dehors du sommeil, il y a cette vigilance sur la respiration. Et donc, les enfants qui ont un syndrome d'Ondine vont progressivement, en phase de sommeil, ventiler insuffisamment et donc devenir hypercapniques et hypoxiques. Alors, tu peux juste nous décrire hypercapnique? Hypercapnique, c'est que le CO2 dans le sang augmente. D'accord. Le monoxyde de carbone. Et hypoxique, c'est que l'oxygène dans le sang diminue. Et ça, c'est très toxique. Alors, les phases d'éveil et de sommeil, elles ne sont pas claires chez un nouveau-né. Oui. Et puis un nouveau-né, ça s'endort sans prévenir et sans rythme nictéméral d'adulte. Donc c'est une période très compliquée. Après, quand il y a un rythme de veille-sommeil qui vraiment s'instaure, ça devient plus facile à gérer à la maison. Ça reste compliqué, mais ça devient plus facile quand l'enfant grandit. Oui, parce qu'il y a des moments où ils vont se coucher, et donc là, on sait que ça sera... Voilà, on peut prévoir la phase de sommeil. On sait qu'on va s'endormir ou qu'on est à risque de s'endormir. Et le parent a plus de latitude de vérifier le sommeil ou la veille chez un enfant que chez un nouveau-né. Et la période justement nouveau-né où c'est un peu compliqué de prévoir cet endormissement, ça dure combien de temps? C'est tous les premiers mois de vie. Ouais. Et puis, donc, il y a ce que raconte très bien Madame Proton de la Chapelle, c'est qu'il faut que les parents apprennent à gérer un soin qui est de la haute technicité. Hein. C'est pas un soin habituel, et c'est un soin où même certains infirmiers, infirmières sont à l'aise ou pas à l'aise. Donc, il y a une vraie formation des parents. Et puis, il y a aussi une amélioration des capacités de ventilation du nouveau-né parce qu'il y a une maturation du cerveau. Et donc, les deux se rejoignant, au bout de quelques mois, les enfants peuvent maintenant rentrer à la maison. Ce n'était pas le cas. D'abord, avant, il n'y avait pas de ventilation efficace d'un bébé. Donc ça, c'était tant qu'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de vie possible pour un enfant atteint de syndrome d'Ondine. D'accord. Et puis ensuite, il y a eu une amélioration technique importante et la formation des parents qui font que maintenant... les enfants, avant l'âge d'1 an, peuvent être à la maison et avoir une vie de famille intégrée. Et donc là, quelle vie il a, Joanie, maintenant? Donc il va à l'école? Oui, alors Joanie, entre guillemets, il a beaucoup de chance, j'ai envie de dire. Joanie va à l'école à temps plein comme tous les enfants de 8 ans. Alors il va à l'école pas tout seul, il va à l'école avec ce qu'on appelle un AVS, un assistant de vie scolaire, qui est avec lui toute la journée, qui surveille son niveau d'oxygène, qui maîtrise sa trachéotomie, qui maîtrise son appareil respiratoire et qui va le brancher sur son respirateur après la récréation s'il a beaucoup couru, ou après le repas s'il a un coup de barre, ou voilà, après en hiver quand il peut être fatigué, 14 heures, enfin voilà. Donc après, Joanie, c'est pas un grand sportif, on ne sera pas un grand sportif, c'est pas l'objectif, mais il va chez des copains, il fait un petit peu de sport à son niveau. Ce qui est très difficile, en fait, c'est qu'on ne peut pas le laisser sans surveillance. Parce que un des points extrêmement importants dans le syndrome d'Ondine, c'est que les patients ne ressentent pas quand ils ne respirent pas. Donc, ils ne ressentent pas, contrairement à vous et moi, qui ne respirent pas. C'est-à-dire, vous et moi, si vous bloquez votre respiration, vous mettez votre tête sous l'eau, vous sentez qu'à un moment donné, vous avez besoin d'ouvrir la bouche, de sortir la tête de l'eau et de respirer. Ouais. Joanie, les patients Ondine, ils ne le sentent pas. D'accord. Donc, mon fils, il va jouer à cache-cache, il va se cacher sous une couette, et quand je le retrouve sous la couette, il est bleu. Où il va se cacher dans un placard derrière un manteau et il ne s'aperçoit pas qu'il ne respire pas. Donc la grosse complexité, c'est qu'à 8 ans, on ne peut pas le laisser tout seul parce qu'il va faire des jeux et potentiellement il va se mettre en danger sans même s'apercevoir qu'il est en danger parce qu'il ne sait pas qu'il ne respire pas. Jeanne, le fait de ne pas savoir qu'on ne respire pas, c'est le cerveau, du coup, il se passe quoi? Eh bien, il se passe un mauvais décryptage des signaux. D'accord. Le signal pour le cerveau, c'est l'hypercapnie. Si le CO2 augmente dans le sang, le réflexe est d'hyperventiler, donc de respirer plus vite et plus fort pour rétablir une oxygénation normale et faire baisser le CO2. Et donc, si on ne sent pas ce signal, on ne peut pas réagir. D'accord. Si on demande à un enfant ondine de respirer vite et fort, il est tout à fait capable de le faire. Mais il ne le fait pas en réflexe à l'hypercapnie parce qu'il décode pas bien le signal.
D'accord. Et donc, biologiquement, en fait, il y a quelque chose qui l'empêche de décoder ce signal, Voilà, et là, c'est le système nerveux autonome. D'accord. Et donc, c'est la boucle du système nerveux autonome périphérique et central qui fonctionne, mais pas tout à fait normalement. D'accord, ok. Merci beaucoup pour ce décryptage. Et donc, les traitements, c'est surtout, en fait, de l'aide à respiration. Voilà, c'est de forcer la respiration dans les phases où on est particulièrement à risque de décompensation. Donc, c'est le sommeil, mais ça peut être aussi un gros rhume, un enfant qui est très concentré. Quand on se concentre beaucoup sur une tâche, on dépend plus de sa ventilation autonome que si on est en train de chanter, par exemple. Oui. Xenia, il va à l'école, il fait plein de choses. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 semaines de diagnostic et là? Est-ce que vous êtes rapprochés peut-être d'autres familles? Alors, notre premier réflexe après Internet, parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est facile, ça a été de nous rapprocher effectivement d'autres familles. On avait besoin d'être rassurés, nous, on avait vraiment besoin de se projeter. Je pense pas qu'on était dans le déni de la maladie. Au contraire, on s'est dit qu'il fallait qu'on y aille parce que le déni, ça servait à rien. Et en fait, on a eu la chance de rencontrer très rapidement une famille qui est la famille Imoucha, qui a un enfant atteint du syndrome d'Ondine aussi, qui habite Aix-en-Provence comme nous, tout près de chez nous. Et cette famille a eu la gentillesse. Donc Philippe Imoucha était le président de l'association à l'époque, l'association française des familles atteintes du syndrome d'Ondine. D'accord. Ils ont eu tous les deux la gentillesse de nous recevoir chez eux très rapidement. Ils avaient déjà un jeune ado atteint du syndrome d'Ondine. Et nous, le fait de les rencontrer, de voir leur fils qui allait à l'école, alors avec effectivement toute une organisation au quotidien, il y a du matériel lourd, il y a une surveillance permanente. Mais le fait de voir leur fils Gabriel aller à l'école, pour nous, ça a été fabuleux parce que ça nous a donné de l'espoir. Ouais. Et puis Gabriel, il parlait, il comprenait, on échangeait, il faisait des jeux vidéo comme tout ado sur son ordinateur. Donc pour nous, c'était super rassurant. Donc, on est rentré à la maison avec cet espoir-là. Et puis, les 2 premières années, très honnêtement, j'ai envie de dire, pour moi, ça a consisté à garder mon fils en vie. Il faut être très clair. Les 2 premières années, il a été ventilé sur son respirateur 20 heures par jour. Parce que quand il mangeait, quand il digérait, quand il avait un rhume, mais avec 4 enfants, moi, des rhumes, j'en avais tout le temps à la maison. Mon fils est resté branché 20 heures par jour pendant 2 ans sur son respirateur. Et petit à petit, il a pris de l'autonomie. Heureusement, j'avais quelqu'un aussi à la maison pour nous aider. Et comme j'avais dû arrêter de travailler parce que les médecins m'avaient dit « il faut que j'arrête de travailler pour m'en occuper », et effectivement, je ne voyais pas comment j'aurais pu faire autrement, j'ai ressenti le besoin de faire quelque chose et de au moins comprendre c'était quoi cette maladie qui nous tombait dessus. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Donc, je me suis rapprochée via la famille Imoucha de l'association. Et puis, comme l'association collectait un petit peu d'argent tous les ans pour Noël sur la fin d'année, je me suis dit, après tout, je vais faire pareil. Je vais solliciter mes proches, mes amis, mes collègues, ma famille pour récolter un petit peu d'argent. Et j'ai envie de dire que cette période, ça a peut-être été un premier déclic pour moi. Parce qu'on a sollicité tout notre réseau personnel. Et je pense qu'on a eu un réseau personnel qui a été extrêmement généreux et qui s'est beaucoup mobilisé. Et on a réalisé pour l'association une collecte de fonds assez importante. D'accord. Donc, c'était de l'argent qu'on a pu verser au laboratoire de recherche qui travaillait historiquement sur le syndrome d'Ondine en France, à Paris. Et partant de là, j'ai commencé, moi, à m'impliquer vraiment dans la compréhension de la recherche pour mieux comprendre la maladie, comprendre ce qu'on finançait, comprendre à quoi ça allait servir. Parce que ce que je voulais, c'est que si on apportait des fonds relativement conséquents, proportion gardée, je parle d'une association de patients sur une maladie rare, donc, le mot relatif est important, mais on apportait quand même des fonds relativement conséquents. Je voulais être persuadée que ça allait servir pour le bien des patients. Okay. Oui, que ce soit vraiment de l'argent utilisé. Voilà, que ce soit efficace. Efficacement, voilà. Et moi, en tant que diplômée d'une école de commerce, la recherche scientifique, ça a été très difficile à comprendre. Un monde nouveau. Et justement, on va peut-être passer le micro à Jean-Philippe. Donc, la recherche, que se passe-t-il sur le syndrome d'Ondine ? Aujourd'hui, trouver un nouveau médicament pour une maladie rare, incurable, a priori, c'est quand même un challenge énorme. Ouais. Et donc, il faut faire des hypothèses fortes dès le départ. Et donc, comme l'a très bien dit Jeanne Amiel, on a une maladie qui est due à un défaut de protéine, qui, en l'occurrence FOXP2B, qui s'agrège. Et l'idée était d'essayer de réduire cette agrégation. Donc s'agréger, en fait, c'est... S'agréger et causer dans les neurones qui expriment cette protéine des dommages irréversibles et voire potentiellement la mort de ces neurones.
Et c'était vraiment l'hypothèse qui nous a nourris, qui nourrit toujours. D'accord. Et la façon de la tester, c'est de faire la recherche. Donc, il a fallu imaginer des solutions pour éviter que cette protéine s'agrège. Oui. Et nous sommes dirigés vers une approche où on va inhiber d'autres protéines qui sont importantes dans les mécanismes d'agrégation en général. On voit. Et trouver des inhibiteurs qui sont spécifiques. Voilà. Donc des petites molécules. Alors, quand on dit petites molécules, c'est une approche pharmacologique. On a entendu tout à l'heure que c'est une maladie génétique. Donc, évidemment, une maladie génétique, on pourrait imaginer une thérapie génique. L'approche de thérapie génétique pour la pathologie andine est difficilement réalisable. D'accord. Et on s'est dit, dans un premier temps, pour les patients aujourd'hui, peut-être qu'une première approche, c'est une approche de traitement pharmacologique avec une molécule. Et donc, ces molécules-là seraient du type inhibiteur, donc de protéines liées au mécanisme d'agrégation. Et l'idée pour faire un médicament, c'est trouver une molécule qui est efficace, qui est stable, puissante, et surtout qui répond à des exigences aussi de développement médicamenteux, c'est-à-dire une molécule brevetable. D'accord. Donc on s'est mis en recherche d'une molécule qui était capable de remplir tous ces critères. Et on est parti sur une base, alors, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que côté confidentiel, mais on est parti sur une base où on avait une première structure chimique. D'accord. Et on a essayé de développer autour de cette structure chimique des variants structuraux capables d'être plus puissants, plus stables, aussi moins métabolisables. Métabolisable, en gros, c'est éliminé par le corps. Élimination rapide par le corps. Et pour faire cette découverte de molécules, on s'est appuyé sur un événement qui s'est passé en 2019, je crois, ou 2020, avec une structure tridimensionnelle d'une protéine qui avait été publiée et qui nous servait de guide, en fait, pour designer ces inhibiteurs. D'accord. Et grâce à ça, on a travaillé avec une approche qu'on appelle de modélisation moléculaire. C'est-à-dire qu'on a essayé de concevoir, grâce à un logiciel, des molécules idéales qui pouvaient se fixer dans la poche de cette protéine à inhiber, de manière très affine, et ainsi augmenter la puissance de ces molécules. Et ça s'est fait par ce qu'on appelle les approches de docking, où virtuellement, on essaye de calculer l'énergie qu'une petite molécule a de se fixer sur une protéine. Donc, grâce aux chimistes de la société, on a réussi à identifier des molécules plus puissantes. Et ensuite, il a fallu les synthétiser, les tester. Ouais. Et quand on dit les tester, c'est les tester effectivement sur des modèles expérimentaux. Donc on a la chance pour ça de pouvoir externaliser finalement cette partie du travail de recherche. Et c'est un travail itératif qui nous permet d'optimiser les molécules de proche en proche. Donc on leur essaye au fur et à mesure. Exactement. Combien de molécules vous avez essayé? Alors, on est souvent limité, pas par l'imagination, mais on est limité par la synthèse, puisque une molécule, chaque molécule coûte parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour certaines, et d'autres variants sont moins chers. Mais c'est à peu près une quarantaine de molécules qui ont été financées par la société Atmosphère et qui ont permis justement de converger vers ce qu'on appelle, nous, une relation de structure-activité, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre comment un inhibiteur sur ces variants structuraux permet d'améliorer les propriétés médicamenteuses. Et avec une quarantaine de molécules, ce qui fait à peu près 2 ou 3 phases d'itération. Vous cherchez 10 molécules, vous tirez des conclusions, vous en cherchez 10 autres, etc. Et là, on est arrivé déjà avec un palier qui a été franchi avec une molécule plus... Et vous parliez de la société Atmosphère, donc là, je pense qu'on peut repasser le micro à Xenia. Xenia, vous êtes la CEO, la présidente de cette société. Vous pouvez expliquer comment cette entreprise a été créée? Alors, tout à l'heure, je disais que... on a commencé à financer les travaux de recherche via l'association. Ce que je trouve extrêmement important de dire, c'est que à un moment donné, quand on a commencé à écrire l'histoire de la recherche autour du syndrome d'Ondine, on a commencé à écrire une histoire en se disant, voilà, il y a des recherches, on a des acquis, on a des assets, mais à un moment donné, je pense qu'on est tous conscients que pour développer un médicament, il faut beaucoup de compétences diverses et variées. Il faut beaucoup d'argent, forcément, mais parce qu'il y a de longues étapes, un long process. Et en essayant d'écrire ce process, on s'est vite aperçu qu'avec l'association et avec les fonds qu'on arrivait à récolter, qui étaient uniquement des dons de généreux mécènes,
on n'allait pas aller très très loin très rapidement, ou en tout cas, mon fils aurait peut-être le temps d'avoir 200 ou 300 ans avant qu'on ait quelque chose. Et c'est, je pense, c'est ça qui, à un moment donné, a été le déclic pour créer une société. Je disais tout à l'heure, je crois que moi, je suis issue d'une école de commerce. Oui. Donc, la gestion d'entreprise, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui m'est assez naturel. Et par le passé, j'ai déjà géré une entreprise dans un domaine complètement différent. Mais à un moment donné, dans l'histoire ondine, on se dit, voilà, il faut qu'on ait beaucoup de compétences, ça va prendre du temps. Et à un moment donné, dans un tableau Excel et dans un business plan, il y a beaucoup de zéros, il y a des gros montants. Et ça, pour moi, dans l'association, je ne voyais pas comment on allait pouvoir l'atteindre parce que moi, à titre personnel, et dans l'association, personne ne connaît ni Mick Jagger, ni qui que ce soit. Donc, on n'allait pas pouvoir faire des dîners caritatifs et récupérer 5 ou 10 millions d'euros. Donc, à un moment donné, on a switché en se disant, l'association, elle reste extrêmement importante parce que c'est la voix du patient et elle continue son activité. Mais en plus de l'association, on crée une entreprise parce qu'avec cette entreprise dans laquelle on va pouvoir mettre un certain nombre d'assets et créer de la valeur, on va pouvoir aller faire appel à des moyens de financement, des types de financement différents, certainement des sommes plus importantes, et qui vont nous permettre d'accélérer le process de développement du médicament. Donc c'est pour ça qu'a été créée, après l'association, la société en 2019, donc il y a 3 ans maintenant. Et donc, ces 2 sociétés, Medessia et Atmosphère, comment elles marchent? C'est quoi? En fait, on a une collaboration tripartite entre Imagine, Medessia et Atmosphère. Vous êtes hébergé à Imagine, d'ailleurs, c'est ça? Non. Alors, hébergé, on est accueilli, on a une convention d'accueil. Voilà, je ne sais pas si on est hébergé parce qu'on n'est pas comme Medessia, on a une convention d'accueil. Donc, on a accès aux plateformes de microscopie, aux plateformes de culture cellulaire, etc., etc. Donc, en fait, on a une collaboration qui nous permet d'avoir accès à des compétences, à un historique qui est celui du professeur Amiel, à des compétences qui sont celles du professeur Amiel, qui sont celles de Jean-Philippe Annereau et de son équipe. Et ça nous permet de réfléchir, on va dire, avec 3 entités, chacun apportant sa pierre à l'édifice pour avancer vers un médicament. Nous, tout seuls, Atmosphère, jamais on en serait là où on est aujourd'hui si on n'avait pas eu des partenaires. Voilà, parce qu'on n'avait simplement pas les compétences, on n'avait pas l'histoire. Voilà. Et justement, l'Institut Imagine, c'est justement l'idée de regrouper patients, chercheurs et médecins. Oui, la vocation d'Imagine, c'est de trouver des traitements pour les maladies rares. Trouver un traitement pour une maladie rare, ça passe souvent d'abord par trouver le gène responsable de cette maladie rare. Et c'est d'orienter notre recherche sur les patients qui sont suivis à l'hôpital Necker pour revenir vers ces patients le plus rapidement possible. Mais comme le dit Madame Proton de la Chapelle, voilà, le temps est une donnée très extensible et le temps de la recherche est d'une part incompressible et d'autre part aléatoire, et ça c'est très difficile à vivre pour les patients et leurs familles, et donc on met tout en œuvre pour essayer de limiter au maximum ce temps. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à l'Institut Imagine, notre localisation ici. Ce qui ça a permis aussi, il y a un élément déterminant qui s'est passé au niveau des premières étapes de recherche, c'est qu'on a pu visualiser moléculairement certains aspects de la pathologie. Il y avait déjà un travail qui avait commencé sur la quantification de ces agrégats protéiques. Et on a pu reproduire donc avec l'équipe Atmosphère et Imagine donc la visualisation de ces agrégats qui sont caractéristiques. Et dans un modèle cellulaire on fait surexprimer, donc on force finalement l'expression de cette protéine malade et on voit la formation des agrégats. Et là on s'est dit, mais il y a quand même une correspondance entre la description qu'on a de la pathologie et finalement la visualisation de ce test. Et c'est un élément déterminant parce qu'on s'est dit, si jamais on trouve un inhibiteur qui est capable de réduire ces agrégats, alors il y aura un espoir thérapeutique pour cette molécule. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui nourrit encore vraiment la motivation, c'est cette capacité, je pense, qu'a eu la société Atmosphère de résoudre finalement un test qui paraît simple, mais qu'il fallait identifier, mais qui est très, très récapitulatif de la pathologie, très puissant, très pertinent. Alors, je sais qu'on ne peut pas donner de nombre, bien sûr, de nombre d'années, parce que c'est la recherche et qu'on ne sait jamais vraiment quand ce sera prêt. Mais est-ce que ces développements de traitement, c'est plutôt pour les enfants à venir ou c'est plutôt, par exemple, pour Joanie? Dans le meilleur des cas. Bon, le syndrome d'Ondine, c'est une maladie chronique. On est
avec et on a cette maladie toute sa vie. Donc, ce qu'on espère, c'est changer la prise en charge et les traitements pour les enfants déjà nés et à naître. Mais il est sûr que si on identifie une nouvelle molécule, en pédiatrie, on est des gens prudents. Et comme on a déjà un traitement qui est la ventilation artificielle qui est efficace, on devra discuter de quel patient, à quel âge sera le premier ou les premiers à tester ce nouveau médicament. Donc, même si on a un nouveau médicament efficace, on ne l'utilisera pas tout de suite sur tout le monde. Jean-Philippe, vous voulez rajouter quelque chose ? Une problématique de risque-bénéfice, bien sûr. Nous, ce qu'on essaie d'identifier, ce sont les molécules qui présentent évidemment les meilleures activités, mais en essayant de minimiser au maximum les effets secondaires. Aujourd'hui, on est finalement si peu de choses de la pathologie, donc difficile d'anticiper aussi ce que pourraient être les effets secondaires. Donc une façon finalement de résoudre ceci, c'est de s'orienter sur des molécules qui ont déjà un passé d'avoir été administrées donc à des patients, potentiellement sur d'autres pathologies. Et quand vous parlez de dimension de temps, eh bien ce n'est pas la même dimension de temps d'avoir une molécule toute nouvelle et une molécule qu'on pourrait repositionner ou redévelopper ou potentiellement améliorer ce qu'on appelle un pharmacophore, c'est-à-dire une entité chimique déjà douée de propriétés pharmacologiques intéressantes, et de faire la dernière étape supplémentaire et l'adapter au syndrome d'Ondine. Donc en fait, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de tirer bénéfice finalement d'un capital de connaissances sur certains pharmacophores et d'essayer d'améliorer ces pharmacophores pour... en considérant en premier chef, comme l'a souligné Jeanne Amiel, finalement que ces molécules doivent être safe, avoir une très très bonne tolérance et pouvoir être administrées au plus grand nombre. Et le syndrome d'Ondine, c'est une maladie chronique mais pas dégénérative, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec des symptômes de plus en plus graves ou c'est... Non, c'est une maladie chronique, elle n'est en rien dégénérative et même au contraire, ce qu'on disait, c'est que c'est les premières semaines et mois de vie qui sont les plus difficiles. Et grâce à la maturation cérébrale, il y a une amélioration de la ventilation avec l'âge. Je rajouterais juste une petite chose à ça. C'est qu'on s'aperçoit que très souvent, et c'est assez logique et normal, les enfants en bas âge, surtout peut-être les anciennes générations, n'ont pas toujours été assez ventilés. Et que parfois, même si la maladie n'est pas dégénérative en tant que telle, on s'aperçoit qu'il y a quand même un impact, l'âge aidant, parce que le patient, quand il vit en sous-oxygénation, en hypercapnie pendant 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc., mine de rien, il y a quand même un impact sur son développement cognitif et aussi sur ses organes principaux. Et du coup, parfois, même si la maladie n'est pas dégénérative, on s'aperçoit que certains adultes vont un peu moins bien, c'est-à-dire qu'en tout cas, étant enfant, ils ne se ventilaient pas en journée. Et en fait, grandissant, ils commencent à se ventiler pendant le repas, après la pause, après la pause déjeuner ou en fin de journée, parce qu'ils ont tellement été sollicités, leurs organes ont tellement été sollicités étant plus jeunes que ça devient compliqué. D'accord. Oui, donc c'est des effets secondaires en fait. Oui, c'est ça. C'est la maladie pas dégénérative, mais mine de rien, avec le temps, il y a quand même des effets secondaires qui sont un peu délétères. On a parlé de la recherche de traitement, mais la recherche en génétique, sur quoi elle travaille en ce moment ? Donc la recherche en génétique, elle travaille sur des syndromes encore plus rares que le syndrome d'Ondine et qui ont en commun avec elle une hypoventilation. Donc on a décrit d'exceptionnelles mutations dans un gène ALK qui est responsable d'une forme beaucoup plus sévère que le syndrome d'Ondine classique. Et on recherche depuis des années la cause génétique, si elle est génétique, d'un syndrome qui s'appelle l'hypoventilation alvéolaire centrale retardée avec syndrome hypothalamique. Donc ces enfants qui ont des troubles endocriniens multiples associés. Et pour l'instant, notre laboratoire et d'autres laboratoires dans le monde n'ont pas été capables d'identifier la cause. D'accord, donc c'est en fait ce qui s'est passé avec Ondine, trouver un gène qui est responsable de cette maladie. Exactement, trouver une variation ou plusieurs, parce qu'on n'est peut-être pas toujours dans des modèles qu'on dit simples, qui sont monogéniques, c'est-à-dire une mutation dans un gène qui est responsable de la maladie, mais on a peut-être affaire à des modèles plus complexes. Et aujourd'hui, on a encore du mal à les identifier.
Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter une dernière chose avant que ce podcast se termine ? Xenia, vous qui avez vécu l'histoire depuis 8 ans, à la fois du côté maman de patients et là maintenant CEO d'une boîte qui travaille à chercher un traitement. Moi, j'ai envie de dire que pour moi, il y a eu un basculement extrêmement fort. C'est que quand on a un enfant qui naît atteint d'une maladie rare, surtout quand on est comme moi, issu d'une école de commerce, on a tendance à se dire maladie rare égale pas d'argent, pas de budget. On pense au Téléthon, qui est un super événement, mais en même temps, on se sent très loin de tout ça et on se dit, il va jamais rien se passer. Et moi, il y a 8 ans, c'est vrai que je me suis dit, il n'y aura jamais rien sur le syndrome d'Ondine, il n'y aura pas de recherche, il n'y aura pas de traitement, il faut qu'on apprenne à vivre avec. Et puis, de fil en aiguille, même si c'est pas facile, j'ai appris, et je pense que je suis pas la seule, que sur les maladies rares, c'est pas parce qu'il y a le mot rare qu'il se passe rien. D'abord, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a rien à faire, bien au contraire. Il y a des labos qui se bougent, il y a des choses qui avancent. Moi, je trouve que c'est énormément d'espoir aujourd'hui, tout ce qu'on a sur le syndrome d'Ondine. Moi, je trouve qu'on a accompli ces dernières années, quand je dis nous, je parle pas d'Atmosphère, je parle de Médécia, d'Imagine, etc., et de tous les labos qui bossent sur le syndrome d'Ondine. Je trouve qu'on a eu des avancées énormes qui donnent beaucoup d'espoir. En tant que parents, on aimerait toujours que ça arrive pour nos enfants rapidement. On sait quand même que la recherche, c'est long, que la recherche, c'est risqué. Chaque étape, c'est un nouveau risque. On ne sait pas ce qu'on aura le lendemain. On sait aussi que très souvent, quand on lance des projets, c'est pas forcément pour soi-même ou son propre enfant dont on va en bénéficier, c'est peut-être ceux qui viendront quelques années après. On ne sait pas, voilà. Mais en tout cas, ce que je trouve qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas rien. Ouais. Il y a de l'espoir, il y a des choses qui bougent. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même des médicaments qui existent pour soigner des maladies rares. Donc pour nous, c'est quand même un espoir fantastique. Super, en tout cas merci à vous trois de nous avoir raconté cette histoire avec vos 3 points de vue et à très bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle histoire. Si vous voulez en savoir plus et soutenir les 3 millions de personnes qui sont touchées par les maladies génétiques en France, allez sur le site institutimagine.org. À bientôt!